Bonjour et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion, une émission où nous recevons des personnes de cœur, des personnes audacieuses, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Monsieur François Bélanger, maire de Pointe-Fortune. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Félix Leclerc. Ça fait plaisir. J'ai une question que j'aime toujours poser en début d'entrevue. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer en politique municipale? Je suis devenu conseiller municipal en octobre 2008 par curiosité. Par la suite, je suis devenu maire en février 2017 parce que le maire qui était présent à l'époque a démissionné. Alors, le directeur général nous a réunis, il me dit que ça nous prendrait un maire en attendant. Comme c'était pour une période que je considérais courte, jusqu'aux élections qui étaient au mois de novembre, je me suis dit, pour 8 mois, ça va être une belle expérience. Okay. Et tout de suite après, 2 mois après, on est tombé dans les inondations de 2017. Alors, je me suis senti comme obligé, dans le sens de poursuivre la protection qu'on devait apporter à nos berges et protection à la municipalité contre les inondations. Donc, je me suis représenté. Puis en 2019, on a eu encore un autre... Fait que vous avez été happé par l'effervescence, mais c'était quand même, si je ne m'abuse, une période complexe, les 2 inondations à Pointe-Fortune. La première de 2017, c'est un stress qui va me marquer pour longtemps, parce que c'était la première fois qu'on avait une inondation de cette ampleur-là. Deuxièmement, on n'était pas vraiment organisé pour y faire face. On avait l'aide à cette époque-là de la municipalité de Rigaud, qui nous a beaucoup aidés à passer à travers cette période-là. Mais il y a quand même des choses qu'il fallait faire nous-mêmes. Et c'était une période difficile et stressante. J'ai dû déclarer l'état d'urgence, qu'un maire n'aime pas faire. Mais dans ce cas-ci, on était vraiment obligé de le faire. Pour le bénéfice de nos spectateurs, situons un peu là, géographiquement Pointe-Fortune là, pour expliquer que les inondations, pour ceux qui connaissent un petit peu moins. Là. Oui, Pointe-Fortune se trouve au pied du barrage de Carillon. Une particularité, c'est qu'on est à la frontière avec l'Ontario. Donc, il y a aussi une partie de la municipalité de Pointe-Fortune qui se trouve être en Ontario et qui est englobée dans ce qu'on appelle Hawkesbury-Est. Donc, Hawkesbury-Est a une partie qui est Pointe-Fortune, quelques habitations, et le reste, ça fait partie de Pointe-Fortune au Québec. Donc, une personne qui est dans la région de Montréal, pour se rendre à Pointe-Fortune, il prend la 40. L'autoroute 40 en direction de Montréal, la sortie 1 puis la sortie 2. Sortie 1 et 2, donc juste avant l'Ontario. C'est ça. Petit village champêtre, beaucoup d'histoire. Fondé en quelle année environ? 1880, si ma mémoire est bonne. Et bon, petit village de combien? 6 km? Le kilométrage, je ne sais pas, c'est peut-être 8 km² dans ce coin-là. Mais on est 612 habitants au dernier recensement. Il y a eu un petit saut entre 2016 où on était autour de 550, 60, puis on est monté à 612. Ça, c'est dû aux événements du COVID-19 où on a eu beaucoup de nouveaux citoyens qui se sont installés, beaucoup de maisons qui se sont bâties. Beaucoup chez nous, ça ne veut pas dire la même chose que beaucoup à Vaudreuil. On s'entend, chez nous, bâtir 3-4 maisons, c'est un événement là, pratiquement. Okay. Donc, ça en est bâti plusieurs dans cette période-là. Donc, un petit boom démographique, des nouvelles familles, en lien avec la COVID qui sont venues s'installer. Ils voulaient un milieu plus nature, j'imagine. Plus nature, les gens cherchent ça, c'est certain. Quand on parle aux citoyens, c'est l'aspect qu'ils aiment, l'aspect naturel et tout ça. Mais c'est un combat qu'il faut jamais arrêter comme municipalité de dire aux gens, on peut pas remplir des milieux humides, on peut pas couper tous les arbres parce qu'on veut du soleil à journée longue. Il faut toujours rappeler que c'est un milieu qui est sauvage. Même la municipalité, le cœur du village lui-même est entouré de beaucoup de forêts et beaucoup de milieux humides. Donc, c'est plutôt dans le village est comme séparé en deux entre les nouveaux développements qui se sont faits à l'extérieur, à peu près à 1,5 km du centre du village, où là, on a des nouveaux développements qui sont en train de prendre pied et
de se remplir. Des nouveaux logements. Des nouveaux logements, de nouvelles maisons qui se sont bâties. Il reste encore de la place pour en bâtir d'autres sur des terrains un peu plus loin. Et même dans le cœur du village, on a l'ancien restaurant Zoul qui est maintenant malheureusement démoli, où il y a un projet de 16 logements qui est en train de se faire et un autre qui devrait se faire cette année ou l'an prochain, tout près de ce qu'on appelle le sentier éco-récréatif. Entre un milieu humide puis le sentier, il devrait y avoir, je vais de mémoire, là, peut-être 24 logements là aussi. Trouver l'équilibre entre le développement et la nature, son environnement, c'est toujours un grand défi pour les petites municipalités. Oui, c'est un défi parce que, évidemment, comme vous savez, la source de revenus des municipalités, c'est la taxe municipale, la taxe foncière. Il y a d'autres taxes qui se rajoutent, mais c'est minoritaire, là. C'est moins important. Donc, il faut absolument arriver à trouver un équilibre parce qu'il faut être capable de financer toutes les activités qu'une municipalité doit fournir à ses citoyens. Parce que les gens veulent des services, ils veulent des activités. Services. Les deux seuls services qu'on n'a pas, c'est l'aqueduc et l'égout. Alors, le reste, les services, que ce soit l'accessibilité au logement, on l'a via la MRC, le service de police, de prélèvement des vidanges, recyclage, compostage, c'est toute la même chose, là. Okay. La différence, c'est que, évidemment, l'administration municipale, il y a un directeur à temps plein et 2 employés qui sont là 2 jours semaine. Mais ça ne dépend pas de moi. Il ne faut pas oublier au sein d'un conseil, le maire, même s'il est maire, il y a un vote seulement. Ouais. Donc, 17% des voix seulement lorsqu'on vote. Mm-hmm. Donc, c'est une question de rallier des membres du conseil autour de certains projets, ce qui n'est pas toujours évident pour des questions d'argent, parce qu'évidemment, vous le savez peut-être, mais le gouvernement du Québec nous transfère régulièrement des nouveaux devoirs sans voir l'argent qui va avec. La gestion des milieux humides et hydriques, c'en est un. Le milieu de l'habitation avec le peu d'augmentation que la Société d'habitation du Québec donne aux sociétés, aux offices régionaux de l'habitation, fait que les municipalités sont obligées d'absorber tout le surplus de dépenses. Je veux dire, je pourrais continuer, là, il y a constamment des surplus comme ça qu'on est obligé d'absorber. Point de Fortune se démarque, entre autres, par une activité, le traversier, qui est un incontournable, qui fait partie de l'identité, là, en tout cas moderne, de la municipalité pour aller sur la rive nord, là, à Saint-André-d'Argenteuil. C'est le fun, mais il y a des défis, si je ne me trompe pas, un peu avec le traversier. Il y a des défis parce que si on pense que tout ce qui est le compostage, tout ce qui est recyclage actuellement doit passer par le traversier de Pointe-Fortune en grande partie. Et là, vous parlez du compostage pour la région, toute la MRC? Pas toute, mais une bonne partie passe par chez nous, parce qu'il y a beaucoup de camions, on parle d'une 20aine de camions pour le compostage, le recyclage qui doit passer à chaque semaine sur le traversier pour se rendre à l'autre côté, à Saint-André, à la chute pour Tricentris pour le recyclage et d'autres choses. Puis il y a aussi une partie des vidanges qui passe aussi par le traversier. Donc, le camionnage est très présent dans le cœur du village. Puis le cœur du village, c'est pas une grande place. Certains vont passer par... Non, il n'y a pas personne qui passe par l'Ontario. Montréal. Par Montréal, oui. On a aussi eu de l'inconvénient lors de la fermeture de la frontière de l'Ontario avec le COVID en 2021 ou 2022, là, où tous ceux qui passaient par la 40 pour se rendre à Hawkesbury traverser ont tous passé soit par le traversier de Pointe-Fortune, qui a fait des embouteillages monstres, ou celui d'Hudson. Mais est-ce que la municipalité était capable d'absorber toutes ces personnes-là? Non, elle n'était pas capable. C'était évident. Ça a causé des inconvénients aux habitants. Ça a causé des inconvénients aux gens qui voulaient traverser. Il n'y avait rien de plaisant dans cette décision-là. Mais c'était comme ça. Fait que ça a un impact sur le noyau villageois, le petit côté champêtre avec les gros camions qui passent toujours. C'est pas évident, hein? Non, c'est plus tranquille l'hiver, là, parce qu'il n'y a pas de traversier. C'est bien. C'est des gros enjeux.
Vous l'avez mentionné tantôt, ça fait 2 mandats et presque 3, là, parce que vous êtes arrivé en plein mandat, et c'est aussi votre dernier mandat. Oui. Vous allez laisser la place à la relève. Si on fait un bilan là, du travail, des défis, là, quel dossier que vous êtes particulièrement fier? Eh mon Dieu! Celui où on est en train de travailler pour tout ce qui touche l'érosion des berges. Ce matin, d'ailleurs, on a encore une rencontre avec... De la rivière des Outaouais? La rivière des Outaouais, parce qu'évidemment, comme on est du côté de Pointe-Fortune est du côté de l'évacuateur de l'eau, du barrage, donc c'est là que vient l'érosion qui a été importante sur les rivages de la municipalité. Ça, c'est un point. On a aussi refait, après presque 3 ans de travail, tout le nouveau plan d'urbanisme. Et je pense qu'il va y avoir des choses fort intéressantes qui vont ressortir de ça. On a une réunion publique la semaine prochaine à ce sujet-là. On a investi de l'argent pour pouvoir refaire plusieurs des rues de notre municipalité, mais il reste encore le défi de la route 342 qui est malheureusement en mauvais état. Mais c'est tellement dispendieux refaire une route comme ça. Et comme elle nous appartient, on ne peut pas la fermer simplement parce qu'il y a des gens qui restent là. Il faut travailler avec Québec, j'imagine. C'est ça. Puis c'est là que ça devient compliqué. C'est là que c'est coûteux parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez demander l'aval des ingénieurs pour confirmer si tout est correct. Les coûts ont augmenté de façon considérable. Alors, on ne me fera pas croire que l'inflation est 3,5, 3,7. C'est beaucoup plus que ça, ne serait-ce que parce que les frais dus, tout ce qui touche l'asphaltage, ça a augmenté de façon considérable. Ça, c'est notre gros défi. On est aussi, on a examiné la possibilité et la décision a été prise par le Conseil. On a actuellement 2 bâtiments, un où se situe ce qui s'appelle le centre communautaire, la mairie se trouve là, et l'autre bâtiment qui s'appelle le pavillon de Pointe-Fortune, le long du sentier. Le projet est de vendre le centre culturel actuel où se trouve la mairie et de déménager dans le pavillon de Pointe-Fortune. Transférer la mairie. C'est ça. Évidemment, il va y avoir des coûts, mais les coûts devraient être compensés, absorbés par le fait que la vente du bâtiment va nous apporter suffisamment d'argent pour pouvoir faire les travaux, organiser le déménagement. Ça, c'est un projet important. Et si on peut dégager un surplus de ça, tant mieux. Ça va nous permettre de faire d'autres travaux, là, parce qu'il y a encore tellement de travail à faire. Mais la municipalité s'est engagée dans un plan de gestion des actifs municipaux. J'ai moi-même pris ce cours-là en 2021. C'est un cours qui permet de comprendre la gestion des actifs. C'est beau de dire on fait un parc ou on fait une route. Il faut être capable de le gérer. Il faut être capable de gérer dans le sens de l'entretien, les coûts d'entretien, les prévoir sur des périodes qui vont 20, 25, 30 ans. Ce que peu de municipalités font, mais c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est surprenant que je vous ai parlé d'Hawkesbury-Est tantôt à côté. En Ontario, c'est obligatoire pour les municipalités d'avoir des plans de gestion des actifs. Ça serait vraiment une bonne idée que ça soit imposé au Québec à toutes les municipalités aussi pour qu'on ait une meilleure aperçu de la gestion qu'on doit faire de nos actifs. On voit, bon, vous allez céder votre place. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie ou... C'est sûr que j'ai pas tout fait. Alors, remarquez bien que le mandat n'est pas terminé. J'ai pas nécessairement tout fait ce que je voulais faire. J'espère pouvoir faire tout ce que je veux faire. Et si on pouvait résumer en un mot votre attachement à votre municipalité, quel est-il? Ah mon Dieu, ça fait tellement longtemps, même si je suis pas né dans cette municipalité-là, c'est la municipalité où j'ai grandi quand j'étais plus jeune. C'est dans un environnement que j'adore. Alors, on veut le conserver le plus longtemps et la plus belle qualité possible pour les générations futures. C'est pas tout à fait un mot, mais c'est une belle conclusion. Oui, c'est plusieurs mots. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Et chers téléspectateurs, je vous souhaite à la prochaine.
Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!